Keishaï Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, au 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un artiste de pop urbaine. Il baigne dans la musique depuis son plus jeune âge et découvre cet univers dans les églises. C'est ce qui l'a poussé à composer pour des artistes de renom, mais n'envisageait pas du tout de se lancer dans une carrière de chanteur. Il est le phénomène du moment. Certains le surnomment le nouveau Gims, d'autres le nouveau Dadju. Pense à toi, pense à moi. Je sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Pense à toi, pense à moi. Je sais que l'homme est rempli de défauts, mais t'as besoin de ton alter ego. Son premier album solo intitulé A2 est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Notre invité de la semaine est Joey Doit de Filet. Bonjour Joey Doit de Filet. Alors pour te présenter, tu es un artiste, auteur, compositeur, interprète et donc de musique urbaine. Tu es d'origine haïtienne. C'est ça. Donc, tu as vécu sur Montreuil, tu as grandi sur Montreuil. Ta musique est un mélange de hip-hop, on ressent de la R&B, de l'afro, des influences un petit peu compas, Ouais, donc de la musique très caribéenne important. aussi un petit peu. Alors toi, tu découvres la musique très jeune, donc c'est à l'église. Donc, ta Exactement. mère chantait à l'église, Ouais, chorale. À la à chorale. la ma mère chorale était de à la chorale. l'église. Ta sœur chante aussi, Ma petite sœur, elle chante aussi. donc Il n'y a finalement, que mon père qui chante très faux. Et voilà, exactement. il a essayé, mais bon. Et finalement, Lui, il c'était s'est pas trop loupé, ça. donc voilà. Et lorsque tu avais 8 ans, justement, tes parents t'ont offert un petit piano avec lequel tu t'es exercé, tu as commencé à pianoter un petit peu, à jouer. Et c'est tous les dimanches, en sortant de l'église, justement, tu essayais de reproduire un petit peu tout ce que tu entendais à Dans le l'église. culte, ouais. Oui. J'étais vraiment... à chaque fois que j'allais à l'église le dimanche, dès que je rentrais, le premier truc que je voulais faire, c'est me mettre au piano pour écouter, pour essayer de reproduire le chant qui a été chanté juste avant. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Alors justement, tu te fais connaître dans le milieu afro-caribéen, donc en composant pour d'autres artistes, donc des artistes de renom comme Stoney, comme Axel Tony, comme Yohan aussi. Et donc toi, en fait, il y avait VG Dream bien évidemment. Tes prods, en fait, elles étaient sur SoundCloud. Ouais, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on t'a poussé à essayer de te lancer dans la musique, à chanter, Exactement. et tu voulais pas le faire. Moi, je voulais pas le faire à la Mais base. pas J'étais du tout. vraiment que... En fait, nous, dans ma communauté, les Haïtiens, ils aiment bien la musique. Ils aiment vraiment la musique. Ah bah oui. Ça veut dire que, ouais, ça veut dire que moi, je faisais que des instrus. Je mettais que de la musique, que de la musicalité. Il n'y avait pas de paroles. Après, un jour, on m'a dit, mais essaye de faire quelques paroles et c'est pour voir. Donc, j'ai essayé une fois. On m'a dit, ça passe bien, t'as pas assez chanté. Donc, j'ai essayé une deuxième fois. On m'a dit, t'as toujours pas assez chanté. Après, je me suis lancé vraiment dans le truc. Donc là, j'ai fait une musique plus ouverte, avec plus de paroles. Et c'est là que ça a commencé, en fait. Tu as joué avec le groupe Mélodique, C'est ça, donc ouais. tu étais au clavier. Hein. J'étais au clavier. Oui, et c'est avec eux justement que vous aviez des influences très compas, un C'est petit avec peu eux que dancehall, j'étais zouk. Eux, ils Et m'ont ils t'ont initié un petit peu finalement au compas ou tu as initié. toujours été dans le Non, compas? j'ai toujours T'as vraiment été toujours dans le compas. J'ai été dans le vraiment... compas. Parce qu'avant Mélodie, j'ai eu plein de groupes, même, Oui. Même à l'église en étant plus jeune. Mais c'est avec eux que j'ai vraiment travaillé le live, ce côté live que je kiffe vraiment. C'est avec eux que j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Alors toi, tu te fais connaître justement dans le milieu urbain avec le groupe L'Espada. C'est ça. Donc vous étiez une bande de 3 potes. C'est ça, Vous avez 3 potes. décidé de vous amuser en fait en studio, d'essayer d'enregistrer. Donc tout est parti d'un délire finalement. Tout est parti d'un délire. En fait, il y a Curtis et Larry. On a la chance d'avoir un studio. On avait la chance depuis très longtemps. On a un studio à nous. C'est-à-dire qu'on était tout le temps posés là-bas. On essayait, on rigolait à faire de la musique, on invitait des gens, une bonne ambiance. Après, on s'est dit, même les gens nous ont poussé, mais pourquoi on ne fait pas un groupe? Parce que tout ce que vous faites à 3, c'est bien, donc essayez au moins. Après, là, on s'est dit, vas-y, venez les gars, venez, on essaye, on tente. Et aujourd'hui, tout le
tout le monde avance à son rythme, mais tout le monde on est encore très soutenus, on est vraiment ensemble. Quand Curtis et Larry travaillent sur mon projet, je travaille sur leur projet qu'ils arrivent. Donc ouais, il y a toujours le groupe. D'ailleurs, chacun comptait se lancer aussi un petit peu en solo. Ouais, tout le monde se lance en solo un peu. Larry qui va sortir son projet, Curtis qui va sortir son projet, il a déjà commencé à sortir pas mal d'extraits. Moi aussi, je vais sortir un autre projet. C'est-à-dire qu'on est vraiment une famille, on continue toujours à travailler ensemble. Et c'est ça la force, en vrai, c'est ça notre force. En tout cas, moi, c'est ça ma force. C'est grâce à eux que je réussis à C'est ce qui t'a permis finalement de mettre un pied dans le milieu urbain. Exactement. Contrairement aux autres groupes dans lesquels tu étais un petit peu Je pense que s'il n'y avait pas eu des Spada, il n'y aurait pas eu de défilé. Je pense que c'est ça. Alors, tu sors fin 2018, donc ta première mixtape solo, donc Ezolf, et Si on le faisait. Tu as vendu plus de 20 000 exemplaires. Mais alors, ça, tu l'as fait. Je savais pas, merci. Non, moi, je ne sais pas chiffre. Alors, justement, tu l'as fait sans promotion. Sans promotion, oui. Sans médias, sans promotion, sans rien, tout seul. C'était vraiment. Bah là, tu me dis ça, je ne savais pas, tu vois les chiffres. Mais en tout cas, le premier projet, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je l'ai fait vraiment avec amour, passion, comme je dis depuis le début. Et il a quand même pris, c'est ce qui a fait qu'après, on est parti sur une cigale. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Est-ce que ça a été compliqué pour toi, justement, de ne pas avoir forcément le support des médias, le support d'avoir de support promotionnel, parce que c'est pas évident non plus de se lancer en autoprod comme ça. C'est vrai que c'est difficile, mais comme je le dis, moi, le premier projet, je l'ai vraiment fait avec passion. Ça veut dire que j'avais vraiment pas. Je me suis dit, il faut que je sorte un truc. J'ai envie de sortir quelque chose, j'ai envie de parler, j'ai envie de me dévoiler un peu. Donc je l'ai sorti comme ça. J'étais pas dans une optique où, bon, là. J'étais vraiment, en fait, je l'ai sorti comme si, pour moi, je sortais un truc gratuit, un truc, tenez, de la musique, du contenu, tu vois. Alors, justement, en un mois, ton premier single, ton premier clip, ils ont totalisé des millions de vues. Ça a été juste incroyable, plus d'1 million de vues. À ce moment-là, tu as déclaré que la guerre commence, c'est Dieu qui donne. Qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Parce que, après, en fait, dans la musique, c'est très dur parce que quand ça commence, en vrai de vrai, c'est là que tu vois plein de choses arriver. Parce que les gens, voient que les avantages. Ah, c'est bien, l'artiste, lui, il a tout ce qu'il veut. Mais ils ne voient pas les inconvénients. C'est-à-dire que dès que tu commences dans la musique, dès que tu rentres, le premier truc qui marche pour toi, là, tu vois tous les problèmes qui vont avec. Et c'est pour ça que moi, j'avais toujours cette optique de là, la guerre, elle commence. C'est maintenant, en fait, c'est là que le plus dur, il commence. Là, on a juste fait une petite bataille, on a gagné une petite bataille. Mais là, la guerre, c'est maintenant. C'est à ce moment-là que tu avais l'impression finalement de vraiment faire un vrai pas dans ta carrière. Exactement, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, là, on est dedans. Là, maintenant, on fait pas durer, c'est ça le but. Parce que tu n'as souvent pas pris ça au sérieux finalement. Tu faisais ça C'était un peu ça. Oui. C'était un peu ça. C'était un peu, comme je disais, la passion, l'envie. Je voyais pas ça comme un travail, en fait. Donc là, c'est mon travail, en fait, voilà. Et je suppose que forcément, comme beaucoup d'artistes, tu as rencontré pas mal de difficultés, donc ça n'a pas été évident. C'est pas un milieu, ta petite sœur chante, tu n'aimerais pas la voir en faire un métier. Du tout, franchement. Donc je pense que tu aimerais être papa aussi plus tard et tu n'as pas envie de voir ton enfant peut-être faire ce métier-là. Vraiment... Donc pourquoi? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui a été difficile? S'il y avait des choses à refaire, qu'est-ce que tu... Franchement, je regrette. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je regrette vraiment rien parce que c'est vraiment une expérience. C'est magnifique, c'est incroyable. Tu rencontres des gens. T'en perds aussi, mais il y a beaucoup de points positifs. Le problème, c'est que dans le métier, c'est ça, c'est la notoriété, la célébrité, les gens, comment ils deviennent avec toi, tes proches, comment ils sont avec toi. Il y a aussi des choses que tu peux plus faire, par exemple, aller au cinéma avec ma mère ou ma petite sœur, c'est des trucs plus compliqués à faire maintenant. Donc c'est les inconvénients du métier, mais il reste quand même des points positifs qui sont quand même incroyables. Tu as dit quand même une chose assez importante, tu as dit on perd des gens. On perd beaucoup de gens, parce que... On perd des proches? On perd des proches, on perd des amis. On perd des amis? Je sais pas pourquoi, mais c'est à ce moment-là que les gens, tu vois leur vrai visage en fait. Tu vois leur vrai visage, c'est-à-dire que pendant une durée, ils ont été comme ça et là maintenant que ça marche, ils changent avec toi. À quel niveau? Comment expliquer? Aujourd'hui, j'estime de ne pas avoir d'amis. C'est-à-dire que toutes les personnes qui m'entourent, je les considère comme vraiment des frères ou des sœurs. J'estime ne pas avoir d'amis. Et les gens avec qui j'étais avant, ils sont plus là. Souvent, je me suis remis en question, je me suis dit peut-être que c'est de ma faute, mais quand tu vois une personne, 2 personnes, 3 personnes, mais malgré ça, il y a quand même des personnes qui étaient là avant et qui sont là aujourd'hui. Donc là, c'est là que je me dis qu'en fait, non, c'est peut-être la notoriété, c'est peut-être la célébrité des gens. En fait, le problème, c'est que quand tu fais de la musique ou peu importe le statut que tu vas avoir,
dès que tu passes un cap, dès que tu commences à être un peu apprécié du monde, avoir un peu de notoriété, bah même ces proches-là qui sont censés te voir comme quelqu'un de lambda en vrai demain, bah, ils commencent à te voir comme quelqu'un. Ils ont limite là de demander des photos, alors qu'on est toujours ensemble, on a toujours été ensemble. Avec des proches, avec des ça t'est proches. arrivé? Avec des proches, bon, aujourd'hui ça arrive même avec les gens de ma famille. Alors que j'ai des petites cousines qui me voyaient depuis petit, je les voyais depuis petit, et bah, aujourd'hui elles me demandent des photos, elles m'envoient des snaps, fais-moi une dédicace. C'est un peu bizarre, c'est gênant en vrai, c'est ça qui est gênant. Est-ce que c'est finalement le mauvais côté de la musique, de la notoriété? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux trouver de malsain? Moi, je penserais qu'il y a pire. Il y a pire, vraiment, le monde de la musique, il y a vraiment pire. Ça, c'est des trucs qui peuvent arriver, comme j'ai dit, même que tu sois artiste, un trou, peu importe le domaine que tu as, ça va arriver si tu passes un cap. Mais il y a vraiment des choses pires. Il y a des gens qui essayent de te mettre des coups bas, il y a des gens qui ne veulent pas que tu réussisses, ils n'aiment vraiment pas te voir au-dessus. Ça veut dire que quand je dis c'est vraiment une guerre, c'est vraiment une guerre. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde. Vraiment beaucoup d'hypocrisie. C'est vraiment dommage. Mais bon, c'est la musique, quoi. Et tu penses que ça t'a changé, toi, intérieurement, justement, toutes ces choses-là? Ouais, ça m'a vraiment changé. Ça m'a vraiment restreint. Je dévoile moins mes sentiments. C'est-à-dire que ça se trouve, je t'aime, mais je ne vais pas te le dire, en fait. Ouais. Parce que j'ai peur de ce que tu risques de me faire après. C'est-à-dire que on a comme beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, donc ça m'a changé, ça m'a mis dans une bulle, en fait. Alors, tu as déclaré lors d'une interview qu'il fallait que le peuple haïtien change. Ah et ouais. donc, il fallait qu'il soit plus solidaire. Ouais. Non, mais c'est pas et qu'il y tous. ait moins de critiques. Alors, Ouais. moi, je voulais comprendre ce que tu voulais dire par là. Parce que, en fait, c'est pas tous. C'est vraiment pas tous. Je vise vraiment pas tout le monde parce que je kiffe ma communauté. Mais c'est que il y en a beaucoup qui, je sais pas pourquoi nous on est comme ça les Haïtiens, mais il y en a qui vont te donner la force vraiment, qui vont être contents de ce que tu fais parce que tu pousses ta communauté. Il y en a qui vont dire non, c'est pas bon ce qu'il fait, c'est pas. Ils vont chercher en fait le hic en fait. Ils vont toujours chercher le problème, tu vois. Et je trouve ça dommage en fait. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est valable vraiment pour tout le monde. Je pense que c'est un peu tout le monde, mais c'est vraiment poussé. Peut-être parce que je suis haïtien que je dis ça, mais chez nous, c'est vraiment poussé, c'est vraiment dommage. Mais il reste quand même ces gens-là qui vraiment te donnent la force, qui sont contents. Je vois des Haïtiens des fois qui viennent me voir, même surtout des hommes qui viennent me voir, qui me disent merci, tu pousses la communauté, ça fait plaisir. Et ça, c'est cool, c'est vraiment plaisir. Et justement, entre artistes haïtiens, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une certaine rivalité ou pas particulièrement? Bon, après, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Après, c'est l'ego d'artiste, tu vois. C'est l'ego d'artiste. On veut toujours être au-dessus. En fait, c'est une bonne compétition. C'est une compétition, tu vois. Il faut cette compétition, c'est ce qui va te permettre de te pousser un peu plus. Mais non, je pense qu'il y a toujours ce côté compétitif, un peu partout, que ce soit chez les Haïtiens, les Congolais. Mais bon, c'est notre force, en fait. Ça nous pousse, en vrai. Alors toi, tu fais énormément de showcases. Donc, on ne t'arrête plus, là, depuis un moment. Ouais, non, les concerts, c'est très bien. Je préfère les concerts, moi. Tu préfères les concerts? Ouais, les concerts. Forcément, tout le monde, en fait, les concerts, pour moi, tout le monde est venu pour toi. Oui, exactement. En showcase, t'as un tel qui est venu, mais il ne connaît pas forcément, tu vois. Lui, il est venu fumer sa chicha, il est venu avec sa copine, tu vois. Passer un bon temps, il ne calcule pas forcément. Tandis que les concerts, tout le monde est venu, tu ressens vraiment cette pression. C'est là que tu vois si tes morceaux, les gens, ils ont apprécié. Puis tu échanges avec ton public finalement, c'est vraiment les moments les plus forts, je pense. Ça, c'est mes moments préférés. Hein. Alors dernièrement, tu avais fait La Cigale, donc il y a quelques mois, avec un public d'ailleurs en folie. On a vu les images, c'était assez extraordinaire. Donc en octobre dernier, on te retrouvait aussi à l'Olympia de Paris. C'est ça. Donc avec pas mal de guests, hein. Il y avait Singila, il y avait NASA, Que Black, etc. Et le concert s'est joué à guichet fermé. Donc c'était déjà plein à craquer. C'était vraiment incroyable. Comme le premier aussi, La Cigale. Oui, La Cigale, pareil. La Cigale, ça m'a choqué parce qu'on a rempli en 5 jours. Et dès qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit on est complet, 5 jours. J'y croyais pas, pour moi c'était une blague. Et après on a fait pareil sur l'Olympia complet. Et c'est là que je me suis dit, j'ai vraiment un public qui me suit énormément, ça me fait super plaisir. C'est pour ça que c'est eux qui me donnent vraiment la force dans tous les problèmes que je t'ai dit, ouais. Il m'est arrivé ça, je suis déçu de ça. En tout cas, grâce à eux, ça me permet vraiment d'oublier tous les mauvais points, les mauvais côtés. Et ça me permet d'avancer en tout cas, qui me motive vraiment. Et d'ailleurs aussi une tournée US, donc on t'a retrouvé aussi à l'Olympia de Montréal. C'est exactement.
C'était incroyable. C'est ta Live Nation en fait qui te suit, qui s'occupe de te booker sur. C'est avec eux qu'on a commencé la tournée française. On a fait 4 dates. On a fait l'Olympia aussi de France et on a fait l'Olympia de Montréal. Franchement, une superbe équipe, magnifique équipe. Franchement, je me vois vraiment comme un roi. Dès que je demande quelque chose, ils le font. C'est magnifique, vraiment magnifique. Alors ton premier album intitulé A2 donc, est disponible d'ailleurs en ce moment sur toutes les plateformes de téléchargement. Dans cet album, il y a énormément de titres qui abordent l'amour. Toujours, ouais. Toujours. Toujours, ouais. Les relations hommes-femmes surtout. Et les difficultés surtout que les gens peuvent rencontrer. Est-ce que tu peux nous parler de cet album, de ce que tu voulais faire passer comme message à travers cet album? A2, c'est un projet que j'ai travaillé. Bon, moi de toute façon, je parle toujours d'amour. Je parle beaucoup de la femme, parce que pour moi, c'est ce qui m'inspire le plus. Et ça a été un projet où ça n'a pas été calculé en fait. Ça n'a pas été calculé. J'ai fait plusieurs sons, il y a des sons qui datent de même 1 an, que j'ai retravaillé. Et après, en fait, quand on s'est posé, on a fait une sélection de tous les morceaux. On a fait des morceaux qu'on estimait bien, tu vois, qu'on aimait vraiment. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'en fait, tous les morceaux, chaque situation, c'est une situation à 2. Voilà pourquoi le projet, on l'a appelé A2. A2. Voilà, vraiment pourquoi le projet, on l'a appelé A2. Et ben, en fait, je parle de la vie de tous les jours, ce qui peut arriver à tout le monde, ce qui est arrivé à tout le monde. Trahison, déception, amour, joie, des peines et tout ça. Donc voilà. Là, tu disais que tu travailles sur d'autres projets, donc sur un prochain album. Deuxième album, là. Deuxième album. Ouais, là, je suis vraiment, là, dans ma tête, je suis en guerre, là. Là, je suis vraiment en guerre. La guerre commence. La guerre, là, elle commence réellement. Oui. Ça veut dire que moi, je suis un insatisfait. Je suis vraiment jamais content, jamais satisfait de ce que je fais. Ça veut dire que je veux faire un son. Là, sur le moment, je le trouvais bien. Je vais le réécouter une semaine après. Je vais dire, ah non, il faut changer ça. Ça veut dire que là, par exemple, pour le prochain album, quitte à faire 60, 70 sons et en sélectionner 20, c'est ce que je veux faire. Je suis vraiment un insatisfait. Tu es plutôt un perfectionniste alors. Oh, voilà, ouais. On peut dire ça comme ça dans les deux sens. Là. Dans le sens plus positif, un perfectionniste. Exactement. Et est-ce que tu as d'autres projets à venir? Tant que Dieu me donne la force, Dieu me donne la santé, en tout cas, il y aura des albums à venir, de la musique en abondance et voilà. Et est-ce que tu as pensé peut-être à une date pour ton prochain album ou pas encore? J'ai pas encore de date, mais courant 2020 en tout cas. D'accord, donc très prochainement. Très prochainement. Ouais. D'accord, merci beaucoup d'avoir été avec nous à l'hôtel Opéra. Merci beaucoup. Alors, Joey doit te filer. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. C'est chaud ça. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, le plus. M'a chargé de te poser quelques questions. Tu as face à toi Yves Jean-Joseph. Qui est-il? Yves Jean-Joseph, c'est mon père. Ton père. Mon père, ouais. Il y a des questions à te poser ou alors des comptes à régler. Si je devais choisir entre des questions à poser? Non. Alors, Joey doit te filer. Derrière la personnalité que tu es se cache Joey, un individu, un homme à part entière avec son histoire, son enfance, sa famille. Qui es-tu réellement? Putain. Qui je suis réellement? Joey, c'est un mec qui se cache, comment dire ça? Je dirais que je suis quelqu'un qui ne dévoile pas ses sentiments, qui se cache beaucoup, sous un paraître. J'ai une carapace. Hein. Ouais, je crois que j'ai une carapace. Mais c'est quelqu'un de confiant à 80%. Les 20 autres c'est de la peur. C'est de l'insatisfaction, je ne sais pas si ça se dit ça. Et peur d'être aimé, voilà. Les autres 20%, c'est ça. Alors Joey, tu n'aimes pas qu'on te demande ton âge? Car tu as déjà menti sur ton âge. Est-ce que le fait de prendre de l'âge, de vieillir, ça évoque une certaine peur chez toi? Est-ce que ça réveille certaines choses? J'aimerais que tu nous parles de justement ce fait-là que tu n'aimes pas dévoiler ton âge. Est-ce que ça évoque chez toi?
Alors pourquoi je donne pas mon âge? Parce que c'est pas la peur de vieillir, c'est vraiment pas la peur de vieillir, c'est plus la peur d'être jugé, en fait. La peur d'être jugé par rapport aux thèmes que j'aborde, par rapport à comment je vais les aborder. Il y a des choses que je veux dire, des personnes plus âgées vont peut-être dire, mais si les gens connaissaient très mon âge, bon, en fait, ils auraient pu dire en mode, mais en fait, lui, il est jeune, il ne peut pas parler de trucs comme ça, il n'en sait rien, il ne connaît rien. Donc voilà pourquoi je ne dévoile pas mon âge. C'est plus par rapport à la musique, en fait. Alors, tu as deux sources d'inspiration dans la vie, ta mère et Dieu. Donc, ta mère t'a élevé quasiment seule, donc ça n'a pas été facile pour elle de t'élever en tant que mère célibataire. Donc, à côté de ça, justement, toi, tu as grandi dans une famille monoparentale avec ta petite sœur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est le plus difficile pour un enfant, justement, qui grandit dans une famille monoparentale? Parce que c'est vrai que dans tes textes, on sent que tu parles souvent des relations homme-femme. Donc, on sent que la femme a une place importante dans ta vie. Donc, je pense que ta mère doit avoir une place prépondérante. Je te laisse nous en parler. Donc, ouais, ma mère, elle a une très, très, très grande place dans ma vie, dans mon cœur même. Elle m'a élevé en quelque sorte toute seule. Mon père est parti à l'âge de 7-8 ans, si je me rappelle bien, ou même un peu plus tard. Et le plus dur, c'est... le plus dur, je pense que le plus dur, il n'est pas pour moi, le plus dur, il est pour elle, en fait. C'est d'élever toute seule ses deux enfants. Ça veut dire que moi, j'ai mes côtés turbulents, rebelles. Et il n'y avait personne pour m'encadrer parce que ma mère, il n'y avait personne pour me dire stop. Ça veut dire que j'ai dû m'arrêter tout seul, en fait. Et je pense que le côté le plus dur, c'est ça. Le côté le plus dur, en tout cas pour moi, c'est de me dire que ça a été très dur pour elle, en fait. C'est ça. Alors, ce n'est pas évident pour un enfant de 7-8 ans finalement de perdre son papa, de voir que son papa part et de rester seul avec sa maman. Est-ce qu'à un moment donné, tu en as voulu à ton père? Et est-ce que justement, tu penses que ça a changé l'homme que tu es aujourd'hui, que tu es devenu aujourd'hui, le fait d'avoir vécu qu'avec ta maman, et de ne pas avoir eu de figure paternelle à tes côtés pour pouvoir t'apprendre certaines choses, pour pouvoir te faire évoluer en tant qu'homme? Je pense que ouais, son absence, elle m'a changé. Son absence, elle m'a vraiment changé. Après, j'ai toujours eu l'amour de ma mère, vraiment. Ce qui fait que c'est ce qui m'a apaisé, c'est ce qui m'a calmé, on va dire, mais ça m'a vraiment changé. Son absence m'a vraiment changé. Je lui en veux pas forcément. Je suis plus dans la compréhension, en fait. Je suis vraiment, vraiment dans la compréhension. J'aurais des questions à lui poser, je lui demanderais pourquoi, en fait. Pourquoi? Mais bon, c'est du passé. Tu as arrêté l'école très jeune, lorsque tu étais au collège. Donc tu étais un enfant plutôt turbulent, hyperactif. Ce n'est pas toujours évident pour une maman à gérer. Alors justement, arrêter l'école n'est pas souvent la meilleure des solutions. Toi, tu rêves de devenir papa, d'avoir même une équipe. Ah ouais. Donc aujourd'hui, si ton enfant venait et te demandait justement, te disait qu'il arrêtait l'école aussi jeune, comment tu pourrais réagir face à ça? Et est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes par rapport à tout ça? Si c'était à refaire, est-ce que tu irais un petit peu plus loin dans les études ou tu referais exactement la même chose? Aujourd'hui, je regrette pas. Je regrette pas parce que si j'aurais continué les études, j'en serais peut-être pas où j'en suis aujourd'hui. Mais si demain mon enfant serait amené à me dire qu'il arrête l'école, je lui dirais pourquoi. J'aimerais savoir pourquoi, pour quelle raison. Et si c'est pour la musique comme moi, je dirais non, parce que la musique c'est éphémère. La musique ça reste pas. Il faut pouvoir assurer ses arrières en fait, il faut pouvoir avoir quelque chose à donner à tes enfants, quelque chose à apprendre aussi à tes enfants. Donc sans l'école, on ne peut pas faire tout ça. Donc je lui dirais non, on n'arrête pas. Alors, tu as parlé dans ton titre du karma, du fait qu'avant d'être connu, justement, la personne avec qui tu étais ne croyait pas en toi. Et donc, la roue a fini par tourner. C'est ce qu'on appelle éventuellement le karma. Donc, ça finit par frapper à un moment ou à un autre. Alors, toi, ça sent une histoire vécue. Quelle a été ta plus grande déception, justement, en amour? Donc, voilà. Donc, ma plus grande déception en amour, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On m'a trompé. Mais je pense que c'est en amour, en vrai de vrai, pour connaître l'amour, tu dois passer par ça. Tu dois passer par ça. Il y en a qui, pour connaître le véritable amour, vont tromper. Il y en a qui, pour connaître le véritable amour, vont se faire tromper. Mais je pense que
Pour connaître le véritable amour, ouais, tu dois passer par ce stade-là. Alors la confiance est la base d'une relation solide. Donc il peut arriver par moments qu'on perde la confiance de la personne avec qui on est, par des actes qu'on peut regretter ou non. Donc il peut arriver que cette confiance soit rompue. Ça peut mettre des années avant de la retrouver, parfois même jamais. Est-ce que toi, tu as déjà perdu la confiance d'une femme? Et pourquoi? Ouh. Moi, ouais, j'ai perdu la confiance d'une femme. J'ai perdu la confiance d'une femme par rapport à plein de bêtises, parce que je ne suis pas parfait. Sous toutes mes musiques, je ne suis pas parfait. Et la confiance, c'est très, très, très dur à regagner. Il faut vraiment le vouloir, en fait. Il faut vraiment le prouver. Il y a des choses à ne pas faire, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas dire, il y a des choses à dire. Et voilà, la confiance, ouais. Très important dans un couple, en tout cas. Est-ce que tu as des regrets? Des regrets? Ah oui. Je regrette plein de choses. Mais je sais qu'en fait, le problème, c'est que mes regrets, j'ai beau avoir des regrets, mais en tant qu'homme, en fait, je me connais, moi, vu qu'il y a un miroir devant moi. Je sais que c'est très dur de changer, en fait. C'est très dur de changer. Surtout quand on a été comme ça pendant un temps et tu rencontres quelqu'un dans ta vie qui change toute ta vie, c'est très, très dur de changer. Mais il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment aimer la personne, en vrai, de vrai, pour vouloir changer, en fait. Alors toi, tu as déjà perdu la confiance d'une femme, mais t'es arrivé aussi, toi, de ne plus avoir confiance en une femme. Donc une fois, une femme t'a menti en te faisant croire qu'elle était enceinte, ce qui n'était pas le cas. Donc ça a dû être compliqué forcément pour toi à gérer. Grosse déception. Je te laisse nous en parler. Bah maintenant, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Je sais pas pourquoi. Parce que pour moi, c'est pas un truc avec lequel on joue. Je sais pas si c'est une assurance vie qu'elle cherchait ou autre. Mais ayant déjà perdu comment dirais ça? Ayant déjà perdu un enfant, on va dire, un bébé, en vrai de vrai, c'était un bébé. Je trouve que c'est pas quelqu'un. Quand j'en parle en vrai, ça m'énerve un peu, ça m'énerve plus qu'autre chose en fait. Jouer avec le fait d'être père ou non, parce que tu sais pas en fait la personne comment elle est devant toi. Tu sais pas si la personne elle attend ça depuis très longtemps ou tu vois. Ça veut dire que jouer avec ça, c'est comme j'ai dit, ayant perdu un enfant, c'est c'est très très dur en fait, très très dur. Quelle est la chose que tu ne pardonnerais jamais en amour? La chose que je ne pardonnerai jamais. Tous les hommes vont répondre la même chose en fait, la tromperie. Mais je pense que moi, la chose que je ne pardonnerai jamais, c'est le fait de faire semblant en fait. Le fait de faire semblant. Quand t'es avec une personne, vous avez dans tous les couples, il y a des hauts, il y a des bas. Et chacun fait ses erreurs en fait. Mais en fait, faut pas se forcer en fait. Pas rester par habitude. C'est ce que je pardonnerai jamais. Si quelqu'un reste avec moi par habitude et me le dit après je ne sais combien d'années, bah, c'est ce que je pardonnerai jamais en fait. Je préfère que les gens soient honnêtes. Je préfère qu'une femme en fait qui est avec moi soit honnête directement, qui me dise bah, j'ai plus de sentiments pour toi. C'est mieux d'arrêter. Comme ça, chacun fait son chemin. Je pense que ce sera que je pardonnerai jamais. Le semblant. Alors tu es actuellement en couple, mais par contre, toi, tu ne crois pas en l'amitié homme-femme. Pour toi, ça n'existe pas. Donc tu veux être la seule personne qui partage tout avec ta femme. Ah oui. Tu ne veux pas qu'elle ait d'autres amis. Pas besoin. Donc tu es plutôt du genre finalement possessif jaloux. Énormément. Donc toi, par amour, tu as déjà coupé les ponts avec tout le monde. Tu avais changé de numéro de téléphone. Tu avais changé de téléphone. Tu avais coupé vraiment les ponts avec tout le monde. Donc tu as été loin par amour pour une femme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est toi qui demandes à la femme avec qui tu es, alors que tu es un artiste, que tu es exposé publiquement, que tu as beaucoup de fans femmes, ce qui ne doit pas être facile pour elle finalement, de ne pas avoir cette relation avec les autres. Alors comment tu le gères au quotidien et comment ça se passe? Comment ça se passe? En fait, moi j'ai la chance d'avoir une femme super compréhensible en fait. C'était dur au début en fait, mais
avec le temps, en fait, comme je dis, avec le temps, on s'habitue. Avec le temps, comme je dis aussi, il y a de la confiance qui vient. Des fois, qui se perd aussi, mais qui se regagne. Et en fait, c'est juste une histoire de confiance, en fait. Il faut la mettre en confiance. Je la mets en confiance. Je lui parle, je l'invite des fois dans des événements où je dois intervenir. Et c'est très dur au quotidien, c'est très dur, surtout pour elle. Alors je me mets à sa place. Moi, si ce serait une artiste, je ne me serais jamais mise avec elle, en fait. Jamais mise avec elle. Parce que moi, je suis très possessif, quelqu'un de très possessif. Je veux tout pour moi, en fait. Tout pour moi, elle n'a pas besoin d'amis ou quoi que ce soit. Je suis son ami, son collègue, son voiturier, tout ce qu'il faut, en fait. Tout ce qu'il faut. Donc c'est pour ça que je sais que c'est très dur pour elle, mais grâce à Dieu, j'ai la chance d'avoir une femme super compréhensible et super patiente, très patiente. Alors Joey doit te filer. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois et pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, je me rappelle, c'était il y a quelques semaines de ça. Peut-être 2 semaines, je pense, 2 ou 3 semaines. C'est parce que j'ai une danseuse qui fait partie de mon groupe, en fait. Une de mes danseuses qui a perdu sa mère. Je suis parti la voir à l'hôpital, elle était vraiment très attristée, très atteinte. Et j'ai craqué, j'ai pleuré, c'est la dernière fois que j'ai pleuré. Alors Joey, l'émission arrive maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question ou de t'imposer un gage. L'émission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Regarde, ça se passe par ici. Bon alors, le prochain invité. Alors le défi, le gage que je lui donne, c'est de se mettre à la place de Nassaf, le temps d'une question. Et il a libre choix sur la question, mais il pose une question à Nassaf. Et voilà quoi. Il devient pour un instant, le temps d'une question, Nassaf. Et voilà. Je me suis fait avoir. Tu t'es prise à ton propre piège. Exactement. Fallait pas jouer à le jeu avec moi. Merci à vous. Merci à toi. Nassaf. Oui. Dans tes interviews, tu aimes parler de la vie des gens, rentrer dans la vie des gens en profondeur. Amour, déception, trahison, oui. Et j'en passe. Si on devait rentrer dans la tienne, que dirais-tu? Alors, je dirais qu'il y a des choses que je ne pardonnerais pas en amour. La tromperie, l'infidélité. Malheureusement, il me faut, quand je perds la confiance d'une personne, il faut beaucoup de temps pour pouvoir la retrouver, voire même jamais. Donc sur ça, je suis quand même assez dure, c'est pas évident. Et pour moi, c'est vrai que la confiance, c'est la base de tout. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est la base de tout. Mais il y a des choses que je ne pourrais pas pardonner. Donc c'est peut-être de l'orgueil de ma part, parce que finalement, Dieu te pardonne. Enfin, Dieu nous pardonne toutes nos erreurs, etc. C'est peut-être de l'orgueil de ma part. Mais malheureusement, je suis qu'un être humain. J'ai tous mes défauts, comme tout le monde. Donc voilà, et c'est vrai que ça, je ne pourrais pas le pardonner. Parce que quand j'aime quelqu'un, je donne tout mon cœur, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Et une fois qu'il y a de la trahison, malheureusement, il y a une vraie rupture. Donc, là, merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Ah. Il m'a piégé, hein. Je fais la bise. Merci, bien sûr. À très bientôt pour le prochain album. Et à très bientôt, avec grand plaisir. Merci. Pour en savoir plus sur Joey doit te filer, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. Si vous souhaitez revoir les replays de l'émission, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Mix Up Akeisha Nassaf et n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. À très vite.